Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Je lui ai dit que nous avons le sentiment d'avoir été trahis. Je lui ai dit, effectivement. Et il a dit qu'il pouvait comprendre ses sentiments, mais que ce n'était pas le cas. Dialogue de sourds entre le gouvernement et les syndicats d'ArcelorMittal. Ces derniers qui ont été reçus hier soir à Matignon sont sortis très déçus, pour ne pas dire amers, de leur entretien avec le Premier ministre. Il portera donc la responsabilité de la fin de la sidérurgie lorraine et son nom sera associé à la fin de la sidérurgie lorraine. Jean-Marc Ayrault a quant à lui défendu l'accord signé vendredi avec la direction du groupe Mittal, affirmant que l'essentiel avait été préservé. Plus de 600 emplois sont préservés. Il n'y aura pas de licenciement. Vous savez, je le répète, dans beaucoup de régions de France, on voudrait avoir le même résultat. Et en plus, on investit pour l'avenir. Un avenir qui s'obscurcit ce matin. On a en effet appris dans la matinée qu'ArcelorMittal retirait la candidature de Florange pour le projet européen de stockage de CO2. Une décision que le groupe industriel dit ne pas être définitive, mais qui renforce la défiance exprimée par les salariés vis-à-vis de leur direction. Le shopping nocturne menacé sur les Champs-Élysées, le tribunal de grande instance de Paris décidera cet après-midi si oui ou non Sephora a le droit d'ouvrir ses portes au-delà de 21h. L'enseigne de cosmétiques a été assignée par plusieurs syndicats du commerce parisien qui dénoncent cette ouverture de nuit, une décision très attendue. Implantée depuis 16 ans sur les Champs-Élysées, cette enseigne du groupe LVMH commerce 7 jours sur 7. Privilège accordé sur cette zone touristique de grande affluence. Moins orthodoxe en revanche, les 5 nocturnes hebdomadaires jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Liberté prise sur la réglementation contestée par les syndicats. Pour Seule Tribune, l'entreprise s'est offert cet encart dans la presse. Elle y dénonce la mise en péril de son chiffre d'affaires. Elle met aussi 45 emplois dans la balance si le magasin devait revoir son horaire de fermeture 21h, l'heure légale. Faire un chantage pour 45 salariés parce qu'on vous obligerait à respecter la loi, il n'y a même pas de mots tellement c'est scandaleux. Donc après, ces salariés effectivement gagnent un tout petit peu plus qu'en travaillant, mais ils n'ont pas le choix. Je rappelle qu'ils sont payés au SMIC, c'est leur seule possibilité. Représentant 160 autres commerces du secteur, le comité des champs juge l'action en justice comme une tentative d'entrave à la liberté du travail. Le soir, le chiffre d'affaires, c'est à peu près 20% de l'activité. Alors est-ce qu'on a besoin des 20%? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? J'ai l'impression finalement que la France regorge de richesses, qu'elle regorge d'emplois et que son souci permanent, c'est de faire en sorte qu'il y en ait moins. La loi du commerce s'imposera-t-elle sur une avenue déjà autoproclamée la plus belle du monde, au tribunal de trancher? Croyez plus, après 315 jours de lutte, les salariés de Continental Nutrition à Vedène ont appris hier que leur site avait trouvé un repreneur. Le préfet est venu leur apporter la bonne nouvelle en personne. L'usine de fabrication de nourriture pour animaux a été rachetée par l'entreprise APRC. C'est un aménageur logistique. Donc il trouve les terrains, il construit les usines logistiques, mais évidemment il n'aménage que lorsqu'il a un client dans son portefeuille. Et là, nous avons de bonnes raisons de penser qu'un opérateur logistique important viendra rapidement s'installer sur ce site. La nouvelle activité logistique du site pourrait démarrer dans 18 mois, avec à la clé la création de 120 emplois. Dans l'affaire Mera, la jeune femme placée en garde à vue mardi a été remise en liberté aujourd'hui. Interpellée pour vérification, aucune charge n'a été retenue contre elle. Elle avait été arrêtée en même temps que son ex-compagnon, soupçonné de complicité avec le tueur au scooter. Ce gitan, converti à l'islam, reconnaît avoir été l'ami de Mohamed Mera, mais nie tout lien avec les 7 assassinats. Cet homme de 38 ans a vu, lui, sa garde à vue prolongée de 24 heures jusqu'à vendredi matin. Il avait été interpellé le 22 octobre dernier avec plus de 100 grammes d'héroïne dans sa sacoche professionnelle alors qu'il rentrait chez lui. Un chauffeur de bus a été condamné à 1 an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Rennes pour usage, détention et revente de stupéfiants. Salarié en CDI depuis 21 ans, ce père de famille de 4 enfants était addict à l'héroïne depuis une dizaine d'années. En 2008, il avait déjà été condamné pour des faits similaires.
C'est une peine qui veut prendre en compte la situation de récidive, qui est toujours inquiétante du point de vue judiciaire et qui réclame souvent du point de vue de la justice une sanction ferme, mais qui a entendu, je crois également, la problématique très forte de toxicomanie de mon client, en lui offrant un accompagnement teinté de soins et une perspective de sortie finalement pas très lointaine au regard des dispositifs d'aménagement de peine dont il pourrait bénéficier. La société de transport Keolis, à laquelle il avait jusqu'alors donné entièrement satisfaction, s'était constituée partie civile. Elle a obtenu 1 euro de dommages et intérêts. Les fêtes de fin d'année, une période faste pour les cambrioleurs. Plus d'argent en circulation, plus de marchandises dans les magasins. À Limoges, les patrouilles de police sont renforcées en centre-ville. Le but, dissuader les braqueurs et sensibiliser les commerçants. Sur le fait, par exemple, de ne pas partir tous les soirs aux mêmes heures, de répartir l'argent sur vous si vous avez du liquide, ou de partir avec quelqu'un accompagné. Des règles de base concernant la protection de vos locaux pour les cambriolages. Il y a sûrement certaines petites choses, oui, auxquelles on n'a pas pensé et qu'il est toujours bon de savoir. Même démarche de prévention à Héricourt en Haute-Saône où une brigade anti-hold-up a été mise en place pour enrayer la vague de cambriolage en augmentation sensible cette année. Sortie de 2 fonctionnaires pour le plan anti-hold-up. Gildas et Patrice font partie de la brigade anti-hold-up. Chaque jour, ils font la tournée des petits commerces. On vient voir si tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien, vous n'avez pas de soucis particuliers? Non. Je trouve que c'est très bien puisque ça montre quand même un certain intérêt au niveau du commerce local et puis ça nous sécurise aussi avant tout. En uniforme, cette patrouille pédestre sillonne les rues du centre-ville 7 jours sur 7. Elle met également en garde les commerçants nouvellement installés. Dès que vous voyez quelqu'un de suspect ou si vous voyez quelqu'un qui apparemment vous paraît louche, vous n'hésitez pas à appeler, faire le 17. On est habitué puisqu'il passe régulièrement, voire 1 fois par semaine, donc pour nous c'est une habitude. Voilà. Éviter les braquages avant qu'ils ne se produisent, c'est l'objectif de ce dispositif. Il vise notamment les bijouteries et les bureaux de tabac particulièrement exposés. En période de fête, Noël, jour de l'an, il y a beaucoup de personnes qui se ruent dans les commerces pour pouvoir faire des achats et donc beaucoup plus de liquidité dans ces commerces et c'est pour cela que les personnes risquent de se faire attaquer, d'où notre plan de prévention, à savoir faire en sorte que les commerçants soient rassurés, que nous fassions des patrouilles plus souvent. Cette année, le plan anti-hold-up a été prolongé de 15 jours à Héricourt. Il durera 2 mois et se terminera mi-janvier, après les fêtes. Le Père Noël rendra finalement visite aux enfants de l'école maternelle du Grand Clos à Montargis. L'animation annulée par la directrice de l'école par respect des croyances de certains a finalement été maintenue par la municipalité. Une réunion doit avoir lieu aujourd'hui pour tenter d'enrayer la polémique qui continue d'enfler. L'école maternelle du Grand Clos, un établissement aujourd'hui la cible d'une polémique, motif la venue du Père Noël. Des familles de confession musulmane auraient refusé que leurs enfants participent. Dans le quartier, on est abasourdi. Ici, on accepte de témoigner, mais à visage masqué. Vous pensez que des familles musulmanes ont exercé des pressions sur la directrice? Oui, tout à fait, je pense. Ouais. C'est mon opinion à moi, ouais, tout à fait. Et pourquoi le Père Noël appartient à tout le monde? Apparemment, pour eux, c'est quelque chose de religieux, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est qu'un petit bonhomme déguisé en rouge et les enfants sont contents de le voir. C'est dommage de priver les enfants. Fait avéré ou simple rumeur, difficile à dire. Seul élément dont nous disposons, un courrier adressé par la directrice aux parents, un courrier publié dans la presse locale. La directrice raconte que le Père Noël sera différent pour respecter les croyances de tous. Fin de citation. Pour l'inspection académique, toute cette affaire est absurde. Quant au courrier, il était peut-être mal formulé. Je pense qu'elle parle des croyances des enfants. Très clairement, elle me l'a redit, on l'a évoqué ensemble. Alors ça a pu troubler, ça je l'entends, mais en aucun cas elle n'a parlé de croyances religieuses. Et je pense qu'il faut revoir, réétudier la façon dont les relations sociales s'exercent dans l'école. Les relations entre les familles et l'école sont tout à fait apaisées. La mairie de Montargis a pris position, la fête aura lieu, un Père Noël sera là. Le Père Noël n'est pas destiné à bafouer les croyances religieuses, puisque de toute façon, il n'est pas issu d'une croyance religieuse, il est issu d'un caractère plutôt mercantile. Une réunion est prévue à Montargis. Mairie, inspection académique et enseignants tenteront de mettre un terme à cette histoire.
Il est chaque année la star de nos salons, le sapin de Noël. Chez les producteurs, c'est l'effervescence. La plupart d'entre eux réalisent près des 3/4 de leur chiffre d'affaires pendant cette période de Noël. C'est le cas de cette entreprise installée en Normandie. Sur les hauteurs de Vassy, depuis la fin de la semaine dernière, il est une petite musique, un peu nuisible pour les tympans, qui nous rappelle que Noël approche à grands pas. On va avoir mis 25 000 sapins par terre. Mais c'est un truc de fou. Les gars sont dans les champs à 7h30 parce qu'il ne fait pas jour avant 8h, 8h15. Ils se préparent et ils n'arrêtent pas de la journée jusqu'à 6h. Tout ça pour contenter tout le monde. Et tout ça pour avoir des cadeaux. La période de Noël est bel et bien un beau cadeau pour cette pépinière spécialisée dans la production de sapins made in Normandie. Une vingtaine de travailleurs saisonniers sur le pont. Ici, l'activité bat son plein, comme le carnet de commandes d'ailleurs. Épicéa, Norman ou bien encore Nobilis, il va falloir livrer pas moins de 65 000 arbres de Noël à la grande distribution ou aux jardineries du coin. Sur 3 semaines, on va faire à peu près 1000 palettes de sapins. Donc en sachant qu'on a 16 voire 20 références, enfin au niveau taille, hauteur et différentes variétés de sapins. On ne coupe pas tout d'un seul coup, on coupe à la demande et c'est ça qui est très dur à gérer. On l'aura compris, contrairement à d'autres secteurs d'activité, en cette fin d'année, ça ne sent pas le sapin chez ce professionnel par rapport à l'an passé. Il en vendra d'ailleurs 5000 de plus sur un marché où les goûts et les couleurs ne se discutent toujours pas. Blanc, noir, mauve, turquoise et j'en passe. Les sapins floqués représenteront cette année tout de même 8% des ventes. Enfin, comme chaque année, Lyon revêt son habit de lumière. Ce week-end, 3 millions de visiteurs sont attendus dans la capitale des Gaules pour admirer les traditionnelles illuminations, dont voici un petit aperçu filmé hier lors des dernières répétitions. À partir de ce soir et jusqu'à dimanche, de nombreuses animations seront proposées dans toute la ville, comme dans le 9e arrondissement, où un collectif d'artistes proposera un show mêlant danse et informatique. Un geste, et c'est tout un édifice qui tremble. Un clic, et ce sont des lignes qui bougent. Danse et installation lumineuse dans un même mouvement. Nous sommes à Rieux-la-Pape. La MJC de quartier sert de laboratoire à 2 collectifs d'artistes réunis spécialement pour la fête des Lumières. Un étrange ballet de danseurs et d'informaticiens. Sur la droite, en fait, on voit l'analyse de la caméra, donc en fait la détection de la silhouette du danseur, son squelette, et de l'autre côté, on voit en fait ce qui sera projeté sur la façade, donc la silhouette du danseur, plus une version de la façade qui est légèrement déformée. Dernière répétition avant d'investir l'une des façades du square Roquette à Vèze. Plus qu'une projection qui transforme l'architecture, le projet Hypermétrope est surtout un show interactif, une façon pour les danseurs d'appréhender l'espace autrement. On a vraiment du relief et là on joue vraiment sur de la 3D, on joue aussi en avant, en arrière, il y a du volume, on essaie vraiment de tout exploiter. Ça donne des horizons infinis parce qu'on a l'impression plus ils avanceront avec leur code et plus nous on pourra aller plus loin. Aller plus loin, ouvrir de nouveaux horizons, c'est aussi ce que permet la Fête des Lumières à ce petit groupe de programmateurs informatiques. Moi j'ai un profil plutôt de chercheur à l'origine, donc je travaillais sur ces analyses de mouvement et vraiment c'est une consécration en plus si tôt par rapport, ça fait à peu près un an et demi qu'on fait du graphisme, c'est un grand honneur. Un concours de hip-hop ouvert à tous est organisé dimanche à Vèze pour le dernier soir de la fête, parce que vous aussi, vous avez bien le droit de faire groover la façade. Tout de suite, votre édition des initiatives.